pour les logements sociaux, alors moi je tiens vraiment à ce qu'on vous donne vraiment une grande explication, parce que vous, en tant que collègue, je pense que vous êtes aussi amené à rencontrer des personnes qui vous disent j'ai besoin d'un logement social, et donc vous nous interpellez par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand on voit des constructions qui se font rapidement, on se dit pourquoi il n'y a pas autant d'attributions. Alors, dans les typologies, on a en gros 4 types de logements. Les T1, studio, T2, T3, T4, et les T5, c'est exceptionnel. Déjà, les T4, il y en a peu, et les T5, c'est quasiment exceptionnel, sauf peut-être dans les anciennes constructions. Chaque logement peut avoir un financement différent et donc un loyer différent. Il y a 4 types de financement, donc PLAI, qui veut dire le prêt locatif aidé d'intégration, le PLUS, le prêt locatif à usage social, tout ça c'est du social, mais on ne sait pas pourquoi certains on les appelle social, d'autres non. Prêt locatif social, le PLS, et le prêt locatif intermédiaire, le PLI. En fait, ces différents types de financement, c'est par rapport au financement du bailleur au promoteur. Et ce qui complique l'attribution des logements, ce qui devient vraiment difficile, c'est qu'en fait, une famille, on va d'abord évaluer le plafond dans lequel elle se trouve. Par exemple, on vous a donné l'exemple pour une personne. Par exemple, quelqu'un qui aurait par an 11 531 ne peut avoir comme attribution qu'un logement du niveau PLAI. C'est-à-dire que sur un immeuble, on n'a pas de PLAI, par exemple, eh bien, cette famille qui pourrait prétendre à un logement, ben, il faudra qu'elle attende qu'on puisse trouver le logement adapté à ses ressources. Puisque l'intérêt, c'est quand même aussi dans le logement social de ne pas mettre des personnes qui ont des revenus modestes sur des loyers plus élevés. Parce que si c'est pour après entraîner un surendettement ou une incapacité à payer le loyer, ce n'est pas le but. Mais ça explique vraiment les difficultés et les croisements qu'il faut en permanence faire entre les demandes des personnes, leurs ressources, et les disponibilités en termes de logement et de financement. Voilà, ça c'est pas simple. Alors, c'est pour ça que, quelquefois, 2 familles habitent le même immeuble, dans un même type d'appartement, T3, certains vont payer 476 € et d'autres vont payer 540 €. Et ils ne vont pas comprendre pourquoi leur loyer est différent. Mais parce que par rapport à leurs revenus, on a été obligé de les positionner sur un logement à loyer différent. Voilà. Et ça, c'est ce que nous donnons comme explication à toutes les personnes que nous rencontrons, puisqu'on reçoit avec M. Garelli, on reçoit les personnes, les demandeurs de logements sociaux, et on fait de l'explication comme ça en permanence. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas les dispositifs, ce n'est pas évident. Oui, pour un demandeur, c'est toujours brimant de dire je n'ai pas eu l'appartement et d'essayer de lui expliquer que malheureusement on n'a pas pu le positionner parce qu'il n'avait pas des revenus en adéquation. Et je rajouterai aussi, aujourd'hui on ne fait plus de social. Dans le logement social, on ne fait plus de social. Parce que les gens qui ont des petits revenus, eh bien l'accès au logement, ça devient de plus en plus difficile. Nous avons beau faire tous les efforts que nous voulons en les positionnant, mais le bailleur, qui est l'ultime à décider de l'attribution, on va le voir un petit peu plus loin, dira mais non, parce que ces personnes ne pourront pas payer leur loyer. Voilà, donc on est vraiment dans un dispositif du logement social qui est compliqué. Qui n'a de nom que social. Et c'est souvent, en fait, c'est le taux d'effort qui restera à la famille qui va déterminer dans quel type de logement on pourra les positionner. Voilà, et comme rappelait Monsieur le maire, 2 points importants, c'est qu'effectivement 80% de la population aujourd'hui est exigible à la demande d'accès aux demandes de logement social. Vous imaginez 80%, c'est-à-dire que sur 16 000 Villeneuvois, vous faites le calcul, ça fait quasiment 14 000 personnes qui pourraient demander un logement social. Voilà. Donc c'est le tapis roulant, l'accession qui ne se terminera jamais, parce qu'on aura beau faire tous les efforts que l'on veut, ça reste quand même une accession quasiment impossible. Une question, oui. Les plafonds là, oui. Bon, c'est clair, pour moi c'est clair, mais vous n'avez pas possibilité de déroger et que ça devienne un... Alors on peut déroger, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, moi je veux savoir si quelqu'un qui est éligible à un PLU, c'est la catégorie où peut-être il y aura le plus de demandes, peut-être pas assez de logements, est-ce qu'on ne peut pas le positionner sur un PLAI? C'est interdit? Non, plus, on peut le positionner sur un PLAI,
D'accord? Mais l'inverse, on ne peut pas. Et la problématique, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, on n'est pas agence immobilière, parce que c'est vrai que la clientèle qui s'adresse à nous, services sociaux, sont des gens qui sont surtout en catégorie PLAI, voire PLUS. Voilà. Oui, alors, on a le droit de déclasser, c'est-à-dire que ça veut dire que quelqu'un a plus de revenus que le plafond, donc on peut déroger, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en PLAI, on ne peut absolument pas le positionner sur du plus. Puisque là, après, on verra dans les candidats, il y a les taux d'effort qui ressortent. Et si le taux d'effort est supérieur à 30%, la personne ne peut pas bénéficier du logement. Voilà, et donc là, on va présenter donc le processus d'attribution du logement. Ça, voilà. C'est bien à savoir, pour comprendre effectivement pourquoi certaines personnes se sentent brimées par rapport à tout ça. Je vous laisse... Et ça, c'est le rôle des guichets de proximité, donc des CCAS, de pouvoir donner toutes les informations et les explications. Parce que, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même un parcours du combattant pour celui qui demande le logement social. Après, on verra les incohérences entre les différents systèmes qui sont complémentaires mais qui ne sont pas cohérents. C'est très compliqué, on verra. Donc, toutes les demandes de logement social peuvent se faire soit en ligne, soit par un dossier déposé dans un guichet de proximité comme les CCAS. Le bailleur, lorsqu'il sait le type de logement qu'il va avoir, informe la CASA de la livraison de la résidence ou de la vacance d'un logement. Puisque, effectivement, chaque fois qu'il y a un logement qui se libère dans un groupe social, on repasse le logement vacant à la CASA en CCPC. Et la typologie. Donc, le bailleur, il donne les vacances, la typologie des logements, et la CASA nous transmet toutes ces informations pour que nous, on fasse à ce moment-là l'étude par rapport aux candidats qui sont sur ce SNE, le système national d'enregistrement. Donc, on extrait de ce système national toutes les personnes susceptibles de pouvoir rentrer dans ce type de logement. Que ce soit, alors on fait des extractions Villeneuvois, on fait des extractions départementales et on peut faire des extractions aussi nationales. Chaque logement proposé, donc voilà, c'est ce que je disais, est extrait de ce SNE et on cale les propositions en fonction des logements qui nous sont proposés. Nous devons proposer à la CASA, qui va organiser une commission consultative de proposition des candidats, une CCPC, nous devons proposer 3 candidats. Bientôt, il faudra que nous en proposions 5, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont retenus par le bailleur et qui n'acceptent pas le logement. Et ça nous est arrivé d'avoir des tableaux, puisque sur les tableaux, nous mettons 3 candidats, et bien que les 3 candidats aient refusé le logement, dans du neuf, hein, je précise bien. Et donc, ça parce que quand il n'y a pas vue sur mer, c'est pas agréable. Voilà, parce que le logement, c'est vraiment un besoin pour la population, et en même temps, c'est vrai qu'on a des surprises par rapport au refus. C'est-à-dire que bientôt, on devient ORPI, plutôt que CCAS. Voilà, on va dire, mais non, mais pas ça, bah oui. ORPI, oui, on l'a ORPI. Et donc voilà, on doit proposer à aujourd'hui 3 candidats. Sur quel principe on propose ces candidats? C'est déjà sur la base de la cotation. Alors, on vous fera tout à l'heure le détail de ce qu'est la cotation, puisque ça vient de sortir en septembre 2022. Donc, cette cotation, on verra tout à l'heure. Donc, depuis le troisième trimestre, donc, la CASA a été le premier territoire national synchronisé avec le SNE pour mettre en place cette cotation. Tous les dossiers donc, qui sont retenus dans les 3 candidats sont présentés en analyse en commission communautaire de proposition, dans ce que je disais à la CASA. Moi, j'assiste à toutes les CCPC, qu'elles soient en présentiel ou en visio. On a fait beaucoup, bien sûr, pendant la Covid en visio, mais maintenant, on les fait en présentiel, donc c'est environ une CCPC par semaine ou par quinzaine en fonction du turnover et des disponibilités. Les dossiers sont validés donc en CASA. La CASA, en général, suit vraiment les propositions de la commune, puisque la commune reste quand même souveraine en matière de propositions. Et elle transmet les candidats au bailleur pour passage en commission d'attribution.
et d'examen d'occupation, les caléoles. Alors là, c'est toutes les semaines, pour chaque bailleur, une caléole en général. Soit on présente plusieurs dossiers, soit on n'en présente que 2, mais il faut quand même être présent à cette caléole. Une question. Éclairez-moi là, j'ai pas très bien compris, mais peut-être que oui. La synchronisation avec le SNE, ça veut dire que quand un individu, quel qu'il soit, n'importe où, dépose son dossier, il a une cotation. Oui. Oui, oui, oui. Et on vous transmet cette Sur cotation. du déclaratif. Donc, oui, alors c'est pour ça que sur le tout à l'heure, déclaratif, au d'accord. début, Uniquement, j'ai dit ouais. attention, c'est des candidats qui demandent un logement, mais surtout des éléments déclaratifs. D'accord. Donc, Bon, on mais ils ont verra une tout à cotation, l'heure. donc ça veut Des dire que cotations. Des quel que cotations. soit l'endroit Voilà. où vous déposez, vous avez une cotation. Une cotation. Bon, ça veut dire qu'on sait la cotation de tous les candidats de Villeneuve-Bouvet et on est en capacité de dire si vous êtes 35e ou premier. C'est ça. Tout à fait. Et dans la Classement. cotation, si la personne va sur son dossier, quand il remplit son dossier, il a les points de cotation qu'il a et le classement qu'il a dans la commune ou sur le département. Alors c'est comme ça qu'il se retrouve à être 1125e. Donc voilà. Il a pour lui, il a cette information. Donc à la Caléole, nous nous retrouvons plusieurs partenaires, le bailleur, bien sûr, puisque c'est lui qui va décider, la CASA, la commune, la préfecture, Action Logement et un représentant des locataires. Et au cours de cette instance, le bailleur, avec toutes les informations qui lui sont données, décide du candidat qu'il va prendre comme locataire dans le logement. C'est in fine, c'est le bailleur. Le bailleur C'est demande ça- les pièces C'est ça qui est bien de justificatives. savoir, c'est pas le maire qui décide. Ouais. Ah, tout ça pour en arriver là. Hein, c'est le bailleur. Donc les rendez-vous, vous les demandez au bailleur, qui vous les donnera jamais. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, comme on dit, un guichet de proximité, parce que nous, moi, si je ne reçois pas, bien sûr, les gens, parce que je ne veux pas leur faire des fausses joies ou leur promettre des choses que je ne suis pas capable de promettre, par contre, sont reçus par nos services, Catherine, Gilbert, hein, qui prennent le temps d'expliquer. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, par rapport à toute la demande, le travail que ça fait, et avec des gens parfois pas toujours agréables non plus, hein, qui le prennent de haut, Oui. et qui parfois même peuvent menacer, parce que c'est un droit, on leur a tellement parlé et baratiné sur le droit au logement, qu'on est vraiment là pour, comme des boys, et pour répondre à la demande oui, bon, voilà. Donc, je rappelle que c'est une aide sociale, Oui. que ce n'est pas un dû, hein, uniquement parce qu'on se présente et qu'on est le plus beau de la Terre. Et c'est pour ça que moi je dis, même si les personnes vraiment, c'est un droit le logement bien évidemment, et qu'il y en a 80 éligibles, moi je dis qu'avoir aujourd'hui un logement social, c'est une chance. Donc je ne comprends pas les personnes, je veux dire quand ils vivent dans des conditions de logement très difficiles, qui arrivent à nous dire, ah ben non, je ne le prends pas pour tel et tel motif. Quoi. Je veux dire, ça devient un peu incompréhensible, voilà, par rapport aux besoins, par rapport aux situations Et difficiles. on a eu des cas comme ça, où, parce que les meubles ne rentraient pas dans le truc, alors ça ne pouvait pas le faire, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Hein, il n'y a pas si longtemps. Ben alors, c'est bon, alors, il vaut mieux coucher dans le placard, alors si c'est les meubles qui ne rentrent pas. Oui, monsieur Calamuso. Ouais. Une, Ah oui, une petite question. Lorsque vous présentez les 3 candidatures que vous avez sélectionnées, je suppose qu'elles ont soit la même note, soit une note assez proche. Alors, on essaie de respecter au maximum la cotation. Oui. Voilà, on peut avoir une Ah ouais, alors dérogation sur une urgence. Et j'espère, parce que sinon Oui, ça ne sert à rien bien sûr. Non, non, d'avoir une cotation. Oui, Alors, Mais donc la cotation justement, ne dit pas la cotation ne dit pas tout. Donc, on arrive avec 3 candidats que vous avez proposés. Le bailleur fait son choix. Ça veut dire que celui qui est premier ne peut ne pas être Tout choisi. à fait. Quels sont les éléments qui font que le bailleur, à 2 notes égales, il va en choisir une? alors, Ben, parce que la différence, c'est que le bailleur, lui, il a les pièces justificatives. oui, écoutez bien, monsieur Calamuso, parce que ça c'est important. Albert. Voilà. On en parlera après, mais puisque tu poses la question, on va te répondre maintenant. La grosse difficulté, c'est qu'au départ, c'est du déclaratif. La deuxième difficulté, c'est que quand on reçoit la personne, on est sur des éléments déclaratifs. Voilà. Donc, et nous, on ne peut pas leur demander un justificatif. On n'a pas Voilà. compétence. Les 2 éléments qu'on a le droit, c'est la carte d'identité et l'impôt sur le revenu. Les 2 années antérieures. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que les personnes déclarent qu'elles sont salariées dans une entreprise, qu'elles ont tant de salaire. Albert. Et donc, quand on arrive en CCPC, à la CASA n'a encore pas les pièces justificatives.
On est toujours sur du On est déclaratif. toujours sur le déclaratif avec les points de cotation qui suivent. Alors si par exemple la personne dit que par exemple elle est hébergée, elle va peut-être avoir 50 points, tout ça. Et quand on arrive chez le bailleur quand il reçoit les 3 candidats qu'on a proposés, validés en CCPC, il va demander les pièces justificatives des 3 candidats. Les jugements de divorce, les logements insalubres, le dossier d'expulsion, voilà. Tout ce qui fait, ce que l'on verra tout à l'heure dans la cotation, qui donne des points. Qui donne des points. Parce que si tu fais déclaratif en disant mon logement est insalubre, mais que tu n'as pas la pièce justificative d'insalubrité, ça peut être un logement qui n'est pas bien ventilé, qui n'est pas aéré, enfin je veux dire, c'est pas forcément de l'insalubrité. L'insalubrité, il y a un document pour ça. Une procédure, oui. On travaille pour rien. Merci Albert, c'est très gentil. Donc, on arrive chez le bailleur, voilà. C'est pour ça qu'on essaie de recevoir systématiquement les gens qu'on positionne pour analyser avec eux leur situation. Et on leur dit, mais ça, vous avez marqué ça dans votre dossier, mais vous n'avez pas la pièce justificative. Donc, in fine, chez le bailleur, il ne va pas tenir compte de ce critère-là. Et donc, vous allez être rétrogradé. Et c'est pour ça que des fois, au niveau des bailleurs aussi, on a du mal à pouvoir maintenir les 3 propositions qu'on a faites. Parce qu'avec les pièces justificatives, vous dites, mais non, ce monsieur, il ne travaille pas, il est au chômage. Ah ben oui, mais nous, il nous a dit qu'il travaillait, qu'il gagnait 1 500 € par mois. Alors tu calcules de le positionner sur un logement qui correspond à son salaire, et puis finalement... Donc c'est pour ça que moi, je trouve que la grosse, entre guillemets, arnaque, c'est que ces dossiers sont enregistrés avec du déclaratif. Donc ça veut dire qu'on fait tout ce travail, y compris à la CASA, de l'énergie, pour finalement... Quand on arrive en commission d'attribution, on se rend compte que toutes ces informations, enfin pas toutes, j'exagère, beaucoup de dossiers, des informations sont complètement erronées. Donc sur 3 candidats, il arrive en plus, alors le bailleur, ils sont gentils, mais ils nous disent, mais vous n'avez pas... Non mais oui, on a bien vu qu'il y avait un problème, mais on ne peut pas demander les pièces justificatives. Ce n'est pas dans notre compétence. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est sans fin. Voilà, donc pour nous aider dans tout ça, est arrivée la cotation, donc en 3e trimestre 2022. Oui. Donc c'est la loi Elan qui l'a souhaité. C'est très important à écouter. Ah oui, depuis 2018. Elle a été mise en place que maintenant, mais en fait, elle avait été programmée depuis 2018. La CASA est la première communauté d'agglomération à le faire, alors que la métropole ne l'a fait que depuis le mois dernier. C'est ça. Donc on a été... pionnier en la matière. Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est un dispositif, au départ, on peut être assez défavorable parce que je trouve que ça ne correspond pas à la réalité des situations. Mais en même temps, c'est quand même une aide aussi à la décision. Parce que c'est vrai que souvent, il faut travailler sur des faits. On ne travaille pas sur des impressions, sur des sentiments, il faut qu'on ait des faits. Et là, la cotation aide aussi à la prise de décision. Alors, au départ, elle a été mise en place pour garantir la transparence et l'équité en matière d'attribution, c'est-à-dire que si tu as 150 points, tu passes devant celui qui en a 110. Prendre en compte les liens avec le territoire, puisque donc la commune est quand même souveraine par rapport aux propositions des candidats. Favoriser l'accès au logement pour les demandes anciennes, puisqu'on verra, sur Villeneuve-Loubet, on a très peu de demandes anciennes, mais enfin on en a quand même une dizaine aussi de demandes très anciennes. Donc avec l'extraction, ça nous a permis de voir, de remonter jusqu'au début des demandeurs. Voilà. Parce qu'il y avait peut-être des demandes qui étaient restées sans examen, sans analyse. Voilà. Et on gère les situations d'urgence aussi. Donc malgré la cotation, si une famille a moins de points qu'une autre famille, mais que la situation est extrêmement urgente. Et c'est là, je trouve, que le social rentre en ligne de compte. Heureusement, je me dis, on n'est pas que sur des chiffres, on n'est pas que sur des déclaratifs et des documents, on est aussi là pour analyser des situations familiales et sociales. Et là, donc, on peut demander une dérogation avec les arguments, bien sûr, qui vont avec. Voilà, donc on vous a fait 2 ou 3 diapos avec le barème des cotations, de cette cotation en fonction du profil de votre dossier. Donc ce sont des points qui se cumulent et qui va faire donc votre cotation finale. Voilà, sachant que les personnes déclarées DALO, qui ont eu la reconnaissance DALO par la préfecture, elles ont d'emblée 50 points. D'emblée. Voilà, c'est ça. Et après, vient se cumuler d'autres points. Donc, autant dire que si dans un tableau, on présente un DALO en premier, il est forcément retenu. Voilà. Pardon ?
Alors, ben, c'est tout. Une main courante, une plainte. Une main courante, s'il n'y a pas de une plainte, ça ne marche pas. Même une main courante, ça peut marcher. Par contre, Non. Une information préoccupante, comme dit Valérie. Oui, si par exemple un enfant a bénéficié d'une information préoccupante et que dans la famille il y a des difficultés d'ordre relationnel, les femmes victimes de violences ou hommes, des fois, quelquefois, effectivement, là, on peut le justifier. Parce qu'après, on a beaucoup de personnes qui disent oui, non, moi je ne m'entends pas avec mon compagnon, je suis victime de violence, mais en fait, c'est souvent pour se séparer et avoir 2 logements. Voilà. Je vois que dans la cotation, il y a demande de logement supérieure à 45 mois, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, statistiquement, c'est combien le délai d'attribution d'un logement sur le département et sur la commune? Aujourd'hui, on est sur 2 ans 2 ans minimum. Comment se fait-il que quand je joue au boule, il y a des gars qui viennent me tirer l'oreille en me disant « Putain, le maire, il déconne, hein !» Parce que Ça vous n'avez fait pas dû 3 parler au ans, maire. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que j'ai déposé, je n'ai pas de logement. Comment ça se fait? Mais parce qu'il au niveau de ses points de cotation, il n'a peut-être pas une situation qui lui donne des points suffisants pour que leur demande soit examinée. C'est pour ça que c'est vraiment important que les personnes elles aient toutes ces informations. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que nous, ça nous a permis, cette cotation, quand même, le côté très positif, c'est de remonter à des demandes qui étaient très très anciennes et qui seraient restées aussi non traitées, parce que les gens ne se manifestent pas. Il y a des personnes qui ont fait des demandes pendant 10 ans, puis au bout de 10 ans, ben, elles disent, on fait la demande, mais elles n'y croient même plus. Donc, elles ne viennent même pas nous voir, ces personnes. Et du coup, là, on s'est dit avec Gilbert qu'on allait maintenant travailler sur les prochaines pour voir un peu toutes ces situations qui remontent à 10 ans. Il y en a très peu, hein. Il y en a quand même peu. Ouais. Tant les situations évoluent aussi. Mais voilà, sont différentes. donc parce qu'on se trouve Il y qu'après... a Jean-Jacques qui voulait poser une question. Oui. Je vois nulle part le handicap. Si, ça arrive. Ça arrive. Si, ça va Ah. venir. Il y a plusieurs. Mais pour les points, Oui, ils vont arriver. d'accord. Oui, oui. Merci. Malheureusement, peut-être que c'est pas, ils n'ont pas attribué assez de points, mais ils sont en train de retravailler De sur retravailler cette cotation. sur le handicap, Tout parce à que fait. c'est quand même un élément Bien quand sûr. même très Bien sûr. important. Parce qu'il faut dire que cette cotation, on a fait des groupes de travail à la CASA pendant toute une année Avec les faux et les vrais handicapés aussi. Hein. aussi. Quand on regarde, nous, les voitures, hein, Hum. et qu'on voit ceux qui y rentrent, voilà. Hum. Donc, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, oui, il faut, bien sûr, mais en identifiant bien la nature du handicap aussi, peut-être. C'est pour ça que moi je dis le logement social, il faut toujours quand même qu'il y ait une évaluation sociale quelque part. Parce que un argument qu'on avance, s'il n'est pas justifié, je veux dire à ce moment-là, il faut démontrer aussi que la personne, elle n'a pas forcément cette situation. Hein. Voilà, comme on disait, donc ces points sont cumulables. Donc DALO, donc droit au logement opposable, logement indigne, dépourvu de logement, victime de violence, victime de catastrophes naturelles, demande de logement de plus de 45 mois. Donc vous pouvez cumuler l'intégralité de ces points. Ensuite, vous habitez la commune, vous avez droit à 45 points. Vous travaillez dans une des communes de l'EPCI, donc de la CASA, c'est 45 points. Et vous êtes considéré comme travailleur pauvre, c'est ce qu'on appelle les quartiles. Donc vous faites partie du premier quartile, les travailleurs pauvres. Vous avez aussi 45 points. À ça se rajoute, vous êtes hébergé à l'hôtel, 35 points. Vous êtes en sous-occupation dans un logement social, 35 points. Vous êtes un travailleur pauvre, vous avez un loyer trop cher, vous êtes en situation de handicap, donc là on trouve les 35 points de l'handicap. Vous avez un logement qui est repris par le propriétaire, vous avez un logement inadapté à l'handicap, et vous avez une demande de logement qui a entre 24 et 45 mois. On a vu que plus de 45 mois, c'est 50 points. Entre 24 et 45 mois, c'est 30 points. Et enfin, vous êtes dans un logement indécent et vous avez un mineur, ça vous fait 20 points. Vous êtes une personne âgée, ça vous fait 20 points. Vous avez fait une demande de logement entre 12 et 24 mois, vous avez 20 points. Vous êtes en suroccupation d'un logement et vous êtes avec un mineur. Souvent, c'est ce qu'on rencontre maintenant avec les problèmes de divorce. Une maman avec son fils qui vit dans un T2. Vous êtes en procédure d'expulsion, vous avez 15 points. Vous êtes hébergé chez un tiers, chez un ami, vous avez 5 points. Vous êtes en reprise d'activité, vous avez 5 points. Voilà, donc on voit que cette cotation, là elle est exhaustive, permet donc d'attribuer ce nombre de points et de vous faire sortir du lot ensuite par rapport à l'extraction du SNE. Mais comme disait Madame Pieggi tout à l'heure, c'est un outil d'aide pour l'instant. À ce stade-là, c'est toujours un outil d'aide.
Et c'est vrai que tous ces barèmes-là, on les a travaillés pendant une année avec la CASA, en groupe donc avec différents élus, pour essayer d'ajuster ces points. Et là, on est en train de faire le bilan de ces premiers mois d'utilisation et de modifier. Alors, à la fin, il y a écrit moins 50 points. Alors ça, c'est les moins 50 points. C'est un malus qui est donné au candidat, soit lorsqu'il ne répond pas au bailleur, qui lui demande des pièces justificatives. Ouais. Alors, mais parce que c'était avant, la non-réponse au bailleur n'était pas considérée comme un refus. Ça veut dire que les gens, ils allaient voir où était l'immeuble, ils allaient voir un petit peu s'il y avait ce qui leur convenait à côté. Le bailleur demandait les pièces justificatives, c'est-à-dire les quittances de loyer, le bail qu'ils avaient avant. Ils ne répondaient pas au bailleur. Eh ben, on leur proposait notre logement 3 mois ou 6 mois plus tard. Maintenant, la non-réponse au bailleur équivaut à un refus. Voilà. Sauf exception, on a eu le cas d'un monsieur qui a été hospitalisé, évidemment, et qui n'a pas pu répondre au bailleur. Et donc là, on a pu avoir toutes les explications et on a géré avec le bailleur. Voilà. Et ce malus, là, on est en train de retravailler avec Madame Nazika pour l'augmenter, en faire peut-être 70, parce qu'on a beaucoup de refus. Beaucoup de refus et beaucoup de non-réponse au bailleur. Alors, constater les choses. Alors, pour revenir là-dessus, je pense que tout dépend comment on l'utilise. Soit c'est impératif, comme ça prétendait l'être au départ, et à ce moment-là, on oublie toute la partie humaine, parce que le logement, c'est l'humain, c'est des situations qui ne rentrent pas dans les cases parfaitement. Non, exactement. En même temps, c'est un outil formidable, parce que ça nous évite le délit de favoritisme. Mais contrairement à une idée reçue, tout le monde pense que c'est le maire, l'élu, qui va faire passer un tel qu'il connaît, etc. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que le plus souvent ça se passait. C'est les copains entre fonctionnaires, bailleurs sociaux, etc. Parce que je te connais, tu es la secrétaire, ton dossier, tu me le mets au-dessus, bien sûr. Mais oui, je vais te rendre service, et puis toi, ton mari, il viendra faire le jardin, etc. Enfin, voilà ce que je veux dire. C'est toujours les élus qu'on met. Mais non, ça, c'était dans l'ancien temps, bien sûr. Le maire avait le pouvoir. Moi, j'ai connu une époque où le maire disait, il faut faire ci. Il appelait un sénateur qu'on a bien connu et qui lui disait, t'inquiète pas, je m'en occupe. Hein, moi, je peux vous raconter des tas d'histoires. Mais aujourd'hui, non, 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 ce sont les agents entre eux. C'est les petites mains, les fées du logis qui sont là et qui s'arrangent. C'est ça le vrai copinage, mais ça, c'est jamais, on n'en parle jamais. Voilà. Donc moi, j'en parle, puisqu'on n'en parle jamais. Et moi, je suis très heureux qu'on ait ce système de cotation sur lequel j'étais très réservé au départ, mais grâce à Jean Leonetti, Madame Nazika et Catherine et les autres qui ont travaillé ensemble, on en a fait un vrai outil qui permet d'avoir une vision objective d'une situation. À partir du moment où on admet l'idée que même celui qui est en tête, parce qu'on a une information précise, mais qui ne rentre pas dans le moule, va permettre quand même de l'attribuer à l'autre qui est derrière, et pas simplement d'appliquer bêtement un chiffrage qui serait insupportable, ben on est dans une situation, alors moi, que je trouve magnifique, d'équité, et par rapport à tout ce qui se dit, qui se raconte, on a vu pas mal d'affaires, etc., sur les promotions canapé aussi, donc voilà, je trouve ça très très satisfaisant, et donc pour une fois qu'il y a une réforme qui nous faisait peur au départ. Oui, au départ, c'était pas gagné. Était vraiment, et puis, mais là aussi, l'intelligence du travail à la CASA, moi je le dis, parce que Jean Leonetti, le président de la CASA, s'y est impliqué personnellement. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Il n'a pas laissé faire n'importe quoi. Il n'a pas laissé une bureaucratie, y compris celle de la CASA et celle des bailleurs et des services de la DDTM, etc. Il y a eu un vrai travail collectif. Et donc, ça donne ce résultat dont chacun qui est demandeur doit pouvoir se dire aujourd'hui que son dossier sera traité correctement, convenablement. Pas dit qu'il y aura des miracles, mais il ne peut plus rester dans cette idée, ouais, de toute manière, c'est toujours pareil, c'est magouille et compagnie, et comme tout le monde dit, et comme continueront de dire ceux qui, de toute manière, n'ont rien fait pour l'obtenir, ne se sont pas mis dans les clous, et qui ont tardé, et puis qui, à chaque fois, quand ils voient, dire, vraiment, le maire, en plus, puisque c'est le maire, toujours, n'a pas fait. Donc là, ça permet un peu de balayer tout ça, et je trouve que c'est un vrai progrès, sur lequel il n'y a pas eu tellement d'articles là-dessus. Il y a eu un petit article quand la métropole l'a mis en place. Ouais.
C'est ça, bah oui, forcément, du moment que c'est la métropole qui le met en place. Après, c'est quand même ce que je voulais dire aussi, c'est que autant, bon, il y a peut-être des personnes qui déclarent des choses erronées, mais par contre, il y a des gens qui aussi, quand ils remplissent leur dossier, ne savent pas tout ce qu'ils doivent mettre et perdent des points parce qu'ils n'ont pas mis des éléments qu'ils devaient mettre. Et ça, c'est l'intérêt, là, c'est l'intérêt justement de pouvoir recevoir toutes ces personnes. C'est là où on est l'aide. Et voilà, et on dit, là vraiment, ben voilà, vous n'avez pas les droits que vous pourriez avoir en termes de points, donc c'est important, et on reprend avec elle la situation. C'est un peu comme les personnes qui font la demande d'AH aussi. Si vous ne cochez pas la bonne case, eh ben vous ne l'avez pas. Donc ça n'enlève pas, bon nous notre crainte c'était que ça enlève le côté humain, mais en fait ça ne l'enlève pas du tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a juste un outil d'aide. Oui. Alors après la cotation, un autre dispositif auquel on est confronté, c'est le DALO, le droit au logement opposable, qui est très contraignant aussi, qui est un outil donc, de la préfecture. La loi du 5 mars 2007, voilà, donc qui a imposé cette loi pour que toutes les personnes qui avaient des critères particuliers pouvaient accéder à un logement ou à un hébergement. Donc c'est le préfet, alors c'est un dispositif, donc les demandes se font à la préfecture, c'est un service spécifique préfecture, le DALO, le dossier est assez complexe à remplir, et c'est le préfet donc, qui mobilise des organismes de logements sociaux ou les gestionnaires d'hébergement pour reloger et héberger les personnes. Sachant que normalement, à partir du moment où une famille est reconnue DALO par la commission DALO, le préfet doit lui faire une proposition de logement dans les 6 mois. Autant dire que s'il n'y a pas de logement, ben les propositions de logement, elles ne se font pas dans les 6 mois. Oui. Ouais. Ouais. Et les personnes peuvent faire un recours. Les personnes peuvent faire un recours. Alors, pour obtenir ce dispositif, il y a des conditions générales à respecter. Donc, nécessiter un relogement ou un hébergement en urgence. Bon, ça, c'est vrai que beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ne pas être en capacité de se loger par ses propres moyens. Ça aussi, beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent être en incapacité, malgré que peut-être certaines travaillent. Remplir des conditions d'accès au logement social, les conditions de séjour, puisqu'il faut avoir des papiers en règle, et le non-dépassement des plafonds de ressources. Être de bonne foi, puisque certains donc, font une demande de DALO, mais sont en impayé de loyer, alors qu'ils n'ont pas forcément de bonnes raisons d'être en impayé de loyer. Donc il faut être reconnu de bonne foi, et avoir accompli les démarches préalablement au recours. Ça, c'est vraiment les conditions générales. Donc, quand on voit ce type de demande, en fait, il y a beaucoup de personnes en fait, qui pourraient demander le DALO. Parce qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois et qui doit se loger, eh bien, elle n'est pas en capacité, par ses propres moyens, de se reloger. Voilà. Après, là, où c'est un petit peu dommage dans ce dispositif, par exemple, c'est qu'on est souvent confronté à des gens qui ont reçu un courrier de leur propriétaire leur disant qu'ils veulent reprendre le logement ou que le logement va être démoli. Eh bien, il faut savoir que le DALO est refusé tant qu'il n'y a pas un avis d'expulsion. Voilà. Donc, voilà. Il faut avoir la procédure d'expulsion doit être mise en route. Il faut que la procédure d'expulsion soit prononcée pour que le DALO soit positif. C'est dommage parce qu'on pourrait anticiper, et là on n'anticipe rien du tout. Même si c'est la première démarche de la procédure, on n'est pas encore à l'obligation de quitter le logement. Mais il faut qu'il y ait vraiment un justificatif, c'est-à-dire que le propriétaire ait démarré une procédure d'expulsion. Parce que beaucoup de personnes disent le propriétaire va m'expulser, mais en fait le propriétaire il a simplement dit que dans quelques années il reprendrait le logement. Bon. Donc il faut un justificatif. On vous a posé les critères de recevabilité, donc c'est des critères qui sont vraiment très divers, il y en a 8. Donc il faut être menacé d'expulsion, comme disait M. Garelli, mais avec des faits. Réellement. Le logement qui n'est pas adapté au handicap, une suroccupation avec un mineur ou un handicap au sein du foyer, un logement non décent, mais là il faut avoir l'attestation de non-décence, parce que le non-décence, oui. Le non-décence, oui. L'hébergement insalubre ou dangereux, là aussi il faut avoir un document d'insalubrité.
Les sortants de structure depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire des personnes qui ont été en hébergement d'urgence, en foyer, donc depuis plus de 6 mois, donc ils sont prioritaires pour le DALO, et demande de logement supérieure à 45 mois. Voilà. Donc dans tous ces critères, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent dépendre de relever d'un critère. Voilà, Alors, c'était le ce que je voulais quand même faire un petit point par rapport à justement un peu à des incohérences qu'on relève là par rapport au dossier DALO. La loi dit que pour un logement, c'est 9 mètres carrés par personne. Donc, 9 mètres carrés par personne. J'ai reçu une famille qui était dans le logement de 40 mètres carrés, 2 adultes, 2 enfants. Elle fait un recours DALO. Et le DALO lui a répondu, non, vous n'êtes pas en suroccupation puisque c'est 9 mètres carrés par personne, vous êtes 4, 9 fois 4, 36, votre appartement est fait de 40 mètres carrés, vous n'êtes pas en suroccupation. Ça, c'est de là. Par contre, quand une personne fait une demande de DALO et qu'elle ait la reconnaissance DALO et qu'elle a par exemple 2 enfants, le DALO met relogement sur un T4. Sur un T4. Parce qu'il estime qu'avec 2 enfants, là, du coup, il faut le T4. Mais avec 2 enfants, dans 40 mètres carrés, on peut rester. Je trouve que là, au niveau de l'incompréhension, voilà, je veux dire, je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre, mais je trouve qu'on est dans des paradoxes effrayants. Parce que vous expliquez à une famille, vous expliquez à une famille que 40 mètres carrés, ben non, elle a suffisamment pour vivre à 4. Et après, quand une autre famille est reconnue DALO avec 2 enfants, on nous dit qu'il faut vraiment que ce soit un T4. Et non, faut qu'il y ait un discours quand même identique. Oui, parce que le T4, c'est pour permettre d'avoir une chambre pour l'enfant masculin et l'enfant une chambre féminin. Après, il y a des bailleurs dès qu'on aura le transgenre en plus, il va falloir un T5. Après, il y a des bailleurs qui sont un peu plus bienveillants et quand les enfants sont petits, ils peuvent dormir dans la même chambre. Hein, parce que quelqu'un qui passe d'un studio avec 2 enfants, il peut aller dans un 3 pièces, il sera quand même toujours mieux. Mais ça, c'est très compliqué à faire avancer. Voilà. La commission DALO qui a lieu à la préfecture, là, au 10e étage, qui la préside? Le préfet. Un représentant. D'accord. Est-ce qu'on y siège? Non. La CASA y siège. La CASA y siège. Ouais. La CASA a la compétence logement. Hein. Ouais. C'est bien à répéter sans arrêt. C'est elle qui a la compétence logement et depuis 2012. Après, on a voté pour ça à l'époque. Oui. Bien. Voilà. Allez. Alors, on va passer donc au parc social donc, de Villeneuve-Loubet. On va s'intéresser donc à notre parc à nous. Alors, on a donc les chiffres, on les a fait jusqu'en 2020 et après on a fait un focus sur 2020-2022. Donc en 2020, on aurait dû être à 921 logements sociaux, mais la loi Elan étant passée par là, donc on verra, on était à 708 logements fin 2020, décembre 2020. Donc c'est dans le cas. C'est bien de voir, parce qu'on connaît les Roches et les anciens se souviennent des Roches. Il y avait 10 logements sociaux, il en reste un. Il n'en reste plus qu'un. Voilà. Les Espérès, 217, 184 vendus, ça fait 33. Ouais. La Lisière, 47, 20 vendus, ça fait 27 et ça va continuer à se vendre. Voilà. Et ça sort donc du quota. Ça va sortir du logement social. Des logements sociaux. Ouais. Et alors le paradoxe, c'est que ce qui était du social, alors qu'on exige 30% dans les constructions neuves, et dans l'ancien, tu ne l'auras plus. Ils seront 100% privés. Donc, vous voyez, tous les types qui me traitaient de fou parce que j'habitais à côté du logement social à 50 ou 60%, aujourd'hui je vais me retrouver à 5%. Celui-là. Et voilà. Désolé pour la diapositive. Oui, elle n'est pas bonne. Alors, là, c'est une diapo le diapo qui montre la situation en décembre 2022. Donc, on est passé en 2020 maintenant. En 2022, c'est vrai qu'il y a eu... Il y a une surexposition. Oui, ils ont changé le fond. On peut le changer ou pas? Non, mais non, c'est bon. On ne rentre pas dans les détails. Et alors, ça va, en synthèse, ça veut dire qu'en 2 ans, c'est-à-dire 2021 et 2022, mais surtout 2022, il y a eu 236 nouveaux logements construits sociaux, essentiellement sur l'année 2022. Donc, on a eu un gros
Je rappelle que les terrains sont privés, vendus par des privés à des promoteurs qui construisent et qui doivent intégrer 30% de logements sociaux dans leur construction. Donc ça veut dire que les logements sociaux, il y en a 70% qui sont non sociaux. Et donc ça s'ajoute en termes de construction, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'aide de l'État pour faire les écoles, les crèches, les routes. Il faut tout prendre. Donc là, on a fait donc une petite synthèse. De 1964, c'est les premiers logements sociaux construits, c'est les Roches. Entre 1964 et 2013, il y a eu 543 logements, donc ce qu'on a dit, les 213 qui ont été revendus. Et de 2014 à 2022, sur les 8 ans, il a été construit 614 logements sociaux. On est aujourd'hui à 944 logements sociaux au 31 décembre 2022. Alors si on compare avec justement ce que nous demandait le PLH, donc sur 3 ans, 60 logements par an, il aurait fallu faire 180 logements. Donc la commune en a fait 269 et le préfet nous sort un chiffre de 761. Voilà, les services de l'État, donc bon, on fait avec. Voilà donc les nouvelles constructions qui ont été faites. On peut reconnaître les cimes de Vaugrenier, le parc Saint-Andrieux, les terrasses de l'Ascaris, la villa Saint-Andrieux, oui, on a dit. Après, il y en a d'autres les voiles de la derrière. Bermonne, le Vaugrenier B, la villa Azur et la villa Saint-Andrieux. Alors, sur cette diapo, on a positionné donc les logements sociaux par rapport aux bailleurs. Il y a donc 944 logements sociaux. On voit que les 2 gros bailleurs de la commune, c'est CDC Habitat et Erilia. Et puis les autres bailleurs se partagent des chiffres beaucoup plus modérés. Mais les 2 gros bailleurs actuellement, c'est Erilia et CDC Habitat.